Bienvenue à ceux qui nous ont rejoints aujourd'hui pour ce webinaire consacré à notre enquête que nous avons réalisée fin 2022 à propos de la Digital Health dans la pharma. C'est une étude que nous avons réalisée dans le cadre d'une évolution assez significative de la pharma dans sa façon d'aborder la santé digitale. Et on a voulu donc faire cette enquête pour avoir une vue d'ensemble et vous la partager derrière afin de décoder un peu plus les intentions et les stratégies des laboratoires pharma. Je suis donc Franck Lemeur, le président fondateur de Tech2Med, et je vais présenter très rapidement Tech2Med avant de commencer les présentations de ses résultats. Juste vous préciser que vous avez un chat qui vous permet de poser des questions. On aura le temps de prendre quelques questions. Alors, pas en audio parce que vous êtes nombreux et donc ça va être un peu compliqué d'avoir le bruit de fond, mais vous marquez vos questions et on essaiera de répondre si on peut. Autre point, ce webinaire est enregistré. Donc, l'enregistrement sera disponible sur notre chaîne YouTube Ad Integrum. Et bien évidemment, ce qu'on vous proposera, c'est avec un post de retrouver ce webinaire pour ceux qui veulent le revoir ou ceux qui n'ont pas pu assister. Voilà. Donc, à propos de Tech2Med, de l'agenda aujourd'hui, on va présenter rapidement la société que vous connaissez pour certains déjà. On va vous présenter ensuite la méthodologie de l'étude et les résultats. Et enfin, on aura l'occasion de prendre quelques questions à la fin. Alors, Tech2Med est une société aujourd'hui qui existe depuis 4 ans en France, même si on commence à avoir un certain nombre d'impacts internationaux et de missions internationales. On est aujourd'hui un des partenaires clés dans l'accompagnement des sociétés innovantes en santé qui souhaitent accélérer notamment la dimension numérique en santé. Et notre action aujourd'hui, elle répond à nos ambitions qui sont effectivement, de créer du lien entre le monde de la santé et le monde des technologies, qui sont deux mondes qui se réunissent de plus en plus dans beaucoup d'applications, mais qui sont encore à des vitesses différentes et qui ont chacun leurs propriétés et leurs spécificités. Et donc aujourd'hui, on est là aussi pour nous faire en sorte que ces mondes se rejoignent à travers différents types d'organisations. On est là aussi pour éclairer, traduire comment ces technologies du numérique vont impacter la santé pour les patients, les acteurs du soin, mais aussi les industriels de santé. Et enfin, d'aider les compagnies qui nous le demandent à travailler avec eux leur futur modèle opérationnel où le numérique en santé vient impacter leur agenda. Alors, ça peut aller effectivement sur des missions de cartographie jusqu'à changer son mode de communication à l'heure du numérique vis-à-vis des patients ou vis-à-vis des médecins. On a 3 offres aujourd'hui que vous connaissez. La première offre, c'est notre offre d'événementiel, qui est une offre qui se développe pas mal. Vous avez pu assister, pour certains d'entre vous, à Digital Therapeutics France au mois de juillet l'année dernière. Nous organisons aussi des webinars comme aujourd'hui, mais on fait aussi des organisations comme des expéditions. J'en parlais juste après. Et notre deuxième offre, c'est la formation professionnelle. On est un organisme certifié Calliope et nous avons formé pas loin de 1000 personnels aujourd'hui de la pharma autour du numérique en santé sur différentes questions qu'on peut nous poser, comment l'IA va impacter la R&D, etc. Voilà. Alors, on me dit que les slides ne passent pas, donc je vais juste arrêter le partage et le repartager. Hop, ça arrive des fois. Est-ce que vous voyez ma slide aujourd'hui, Tech2Med? Ok, c'est bon, je pense. Et notre troisième offre, effectivement, l'offre, c'est le conseil. Le conseil qui prend sous différentes missions et qui est sur mesure. On vous annonce juste aujourd'hui le lancement de notre deuxième Learning Expedition. Sachez qu'on a fait une Learning Expedition en octobre dernier à Berlin, autour du DIGA et du DIPA. C'est une organisation qui nous a permis de partir avec une trentaine de Français, rencontrer une quinzaine d'Allemands représentatifs de l'écosystème digital en Allemagne au cours d'une journée d'études. Et donc, on a pu voir dans cette expédition comment finalement l'Allemagne avait mis en place tout le système DIGA-DIPA
afin de favoriser l'émergence de sociétés numériques en santé, remboursées, prises en charge. Et on a pu adresser les questions d'accès au marché, les questions d'adoption et d'usage des professionnels et des patients, mais aussi toutes les problématiques de promotion, de distribution que rencontraient voilà, les sociétés et les industriels. Là, donc, on reproduit cette organisation avec une expédition qui aura lieu à Bruxelles le 6 avril. Voilà. Pourquoi Bruxelles? Parce que Bruxelles, la Belgique est effectivement un des écosystèmes de e-santé qui a pas mal accéléré ces derniers temps, avec une bonne vingtaine de startups qui sont dans le process d'accès au marché. Une a aujourd'hui accès avec un remboursement, mais bien évidemment, il y en a un certain nombre qui commencent à arriver, un peu comme dans la dynamique allemande, on voit que ces sociétés arrivent. Donc, c'est intéressant de découvrir comment fonctionne cet accès. Et aussi Bruxelles, parce que c'est aussi un épicentre de l'Europe et notamment de convergence, de discussions et de compétences autour du numérique en santé au niveau européen. Donc, on organisera à cette occasion, dans cette journée d'études, une rencontre avec différents pays européens pour parler de l'état actuel de la digital health au sein de l'Europe, de ses défis aussi et de ses problématiques pour le futur. Autre organisation, bien évidemment, le chapitre 2, DTX France 2023, qui aura lieu le 4 juillet. Donc, la date, maintenant, vous pouvez la noter dans vos tablettes. Et DTX France 2022 avait été un événement avec un peu plus de 200 personnes qui avaient assisté autour voilà, des digital therapeutics, des thérapies numériques. Et donc, la deuxième édition arrive avec une édition vraiment sur les fondations. On va aborder les aspects beaucoup plus opérationnels du développement des thérapies numériques en France, avec encore une fois des inputs internationaux toute la journée. On annoncera tout ceci dans 10 jours avec effectivement l'ouverture des billetteries et des inscriptions. Passons maintenant à l'enquête. Donc, l'enquête Digital Health 2023 est une enquête qui a été réalisée fin 2022, donc du 10 octobre au 20 novembre. Alors, on a une audience très réduite, bien évidemment, on fait un peu exprès. On adresse cette enquête qu'à des directions de l'innovation, des directions du digital, des directions de BU ou des directions générales, donc ce qui fait qu'on ne recherche pas forcément un grand nombre de répondants, mais plutôt des répondants, voilà, des décideurs qualifiés. Et on a eu 23 répondants, et donc ça représentait, ces 23 répondants, 15 laboratoires différents, donc un bon représentant avec, on ne va pas citer les laboratoires qui ont répondu, mais une bonne partie de tous les laboratoires principaux qui constituent le marché français par rapport à tout ça. Alors déjà, peut-être redéfinir ce qu'est la santé numérique. On entend par santé numérique un ensemble qui est de plus en plus large et peut-être un peu complexe. Bien évidemment, digital health, e-santé, on s'y perd un peu, mais on fait vraiment référence à l'application des technologies de l'information et de la communication à l'ensemble des activités en rapport avec la santé, donc c'est très large. Bien évidemment, quand on est une pharma, on s'adresse beaucoup plus à ce qui va interagir dans le parcours du patient, dans l'offre thérapeutique et aussi le parcours du médecin. Donc, on est forcément dans une partie de la santé un peu plus spécifique, un peu plus clinique, avec plus d'évidence que quand on adresse la santé avec les aspects wellness, avec les aspects un peu plus, entre guillemets, gadget. Mais là, on est vraiment sur un focus, vous allez voir, qui est beaucoup plus précis. Alors, la première question qui était posée, c'est qu'est-ce que vous comprenez quand vous êtes une pharma en termes de stratégie? Voilà, est-ce que vous avez des stratégies qu'on pourra qualifier standalone, intégrées ou autres? Et là, il y a l'unanimité, tout le monde répond sur le fait que 100% des répondants ont dit aujourd'hui notre vision de la digital health dans nos stratégies pharma, c'est vraiment en offre intégrée. Alors, l'offre intégrée, qu'est-ce que ça veut dire? C'est-à-dire qu'on parle un peu de son savoir-faire thérapeutique. On est dans ces verticales, que ce soit en oncologie, en cardiologie, etc. Et on veut apporter de la technologie pour compléter le parcours des offres thérapeutiques qu'on a déjà, voire parfois ajouter à l'offre thérapeutique une dimension technologique. On l'a vu dans le diabète, beaucoup, avec notamment Diabéo il y a quelques années. Mais on voit qu'aujourd'hui, la vision des pharma est extrêmement intégrée. Alors, c'est vrai qu'il n'y a pas que des intégrations.
comme on le voit là. Il y a aussi quelques stratégies standalone qui n'ont pas été citées, mais on en connaît, à savoir que des sociétés pharmaceutiques partent aujourd'hui sur une idée de faire des BU entièrement digitales, hein, dans lequel vous aurez des produits soit de télésciences médicales, soit des thérapies numériques, qui auront leur modèle propre et qui seront donc des propositions de valeur tout à fait numériques, sans aucune substance active. Vous avez un exemple qui est celui d'Etipharm, Digital Therapy, qui s'est séparé de Etipharm Pharma et qui aujourd'hui a une proposition d'offre de DTX complètement en standalone. Mais quand ça se fait dans certains laboratoires, on voit quand même que c'est toujours très proche de leur savoir-faire et de leur domaine thérapeutique de référence. Donc, vous voyez, en ophtalmo, chez Novartis, on est toujours voilà, dans sa ligne stratégique. Et bien évidemment, vous allez voir après les raisons du pourquoi on reste un peu dans sa ligne stratégique. En termes d'organisation, hein, on a posé la question de savoir comment s'organise voilà, cette digital health dans votre organisation interne. C'est assez facile, un tiers, un tiers, un tiers. On va dire que, et c'est quand même en forte croissance, vous avez quand même un tiers des laboratoires qui maintenant ont une BU, une structure entièrement dédiée à la digital health. On pourra en citer un certain nombre, mais en tout cas qui sont le pari qu'une direction, et souvent ça résonne avec le global, hein, cette direction vient vraiment donner toute la dimension, toute l'ampleur à la création voilà, d'une dynamique d'innovation ou de partenariat ou, voilà, ou d'intégration de la santé numérique au quotidien dans le laboratoire. Un tiers n'en ont pas. Et puis l'autre tiers, c'est effectivement ce qu'on voit le plus souvent, ou encore assez souvent, ce sont des directions digitales qui en fait perfusent l'innovation dans des BU produits ou thérapeutiques. Ça, on en a aussi pas mal. Donc vous voyez, on commence quand même à voir, ça c'est un véritable virage que moi je remarque depuis quelques années, c'est qu'au-delà d'expérimentation, au-delà voilà, d'essais ou de tests, ou de communication parfois seulement, on voit vraiment la pharma organiser, créer des entités, même business unit, donc c'est-à-dire qu'on y attend quand même un résultat, une valeur dans le temps, avec un pari sur le fait qu'on puisse avoir une véritable activité numérique. Alors, la collaboration pour développer sa stratégie Digital Health, elle est effectivement très portée sur l'extérieur. C'est-à-dire que la question pourrait être faite dans un autre sens. Est-ce qu'une société déciderait de faire son propre développement en interne en matière de thérapie numérique ou en matière de télésciences médicales, c'est-à-dire de créer sa propre plateforme? La réponse est aujourd'hui encore très faible, hein, et on voit que ce qui sort, c'est le fait d'aller chercher des partenariats, s'intégrer à des programmes, des incubateurs, des accélérateurs. Vous avez sûrement dans vos entreprises des programmes qui se mettent en place d'accélération. Vous partez avec soit une structure semi-académique, hein, vous en avez comme l'ICM, vous avez aussi les accélérateurs qu'on voit un peu à Paris, en province, où finalement vous êtes dans un écosystème, voilà, soit de recherche, de partenariat ou de sources, soit d'accélération d'entités numériques ou de numérique santé que vous avez déjà identifiées et que vous voulez voir accélérer. Donc, on voit qu'on est là vraiment dans une entreprise qui est vraiment ouverte vers l'extérieur pour aller chercher cette accélération de Digital Health. Il est effectivement aussi cité la coalition. Et puis, on voit apparaître les villages santé, les campus. Alors, probablement pour faire référence à Paris Santé Campus et aussi à Future for Care, hein, qui sont les deux entités assez nouvelles qui sont accélérées, où on voit pas mal de pharma aujourd'hui s'implanter, soit comme membres fondateurs, soit comme acteurs dans ces structures pour lesquelles on y attend aussi voilà, un écosystème de partage, mais aussi un écosystème de recherche d'informations ou de partenariats futurs.
Alors, quelles sont les applications aujourd'hui qu'on voit? Donc là, ce sont des questions là, sur une liste proposée. Donc, on voit que déjà dans 62% des cas, on est beaucoup sur des applications et des solutions numériques qui sont faites en vue d'accompagner le patient ou la continuité des soins. Alors, ça a été pendant pas mal d'années assez critiqué, puisque finalement, le taux d'adoption ou d'usage de ces applications a quand même été proche de zéro, donc très faible. Mais on voit que ça reste quand même un axe important. Et peut-être qu'avec la modernisation et l'adoption croissante des médecins et des usagers, c'est une piste qui reste toujours importante. Ce qui est intéressant, c'est de voir l'apparition de la digital therapeutics. 43% des citations citent les DTX comme dans les pistes d'accélération de la digital health. Et les objets connectés, qui eux sont partie prenante soit des applications, soit des DTX eux-mêmes, puisque vous avez des objets connectés de plus en plus, ou que ce soit aussi dans la téléscience médicale. Ensuite, vous avez des citations sur le diagnostic, la télémédecine et le monitoring. Vous avez aussi la coordination des soins, ce qu'on appelle le patient relationship management. Vous avez des cas de laboratoire qui veulent fluidiser ou améliorer le parcours des soins dans les murs et hors les murs, afin d'optimiser aussi un certain nombre de paramètres du patient par l'offre thérapeutique souvent associée, qui est la substance active, etc. Et puis, il y a aussi une visée d'obtenir des données, on va en parler après, mais de récupérer aussi au passage un certain nombre d'informations, soit des insights, soit des données. Pour ce qui est de l'application patient accompagnement thérapeutique, qui représente la plus grosse taux de réponse, vous avez probablement aussi une grosse part des chatbots, des robots conversationnels, qui sont probablement aussi une partie importante des solutions proposées aujourd'hui, que ce soit proposé par les établissements de santé ou par des sociétés pharma qui le proposent eux-mêmes à leurs médecins, à leurs clients. Alors, les motivations de la digital health, aujourd'hui, c'est très, très clairement, d'abord d'accompagner, d'enrichir des solutions innovantes au parcours patient et aux médecins, aux professionnels de santé. Ça, c'est vraiment la motivation principale. On peut en voir pour preuve la multiplication des organisations dans les laboratoires qui adressent les parcours patients. Vous avez ce qu'on appelle des patient journey managers, des patient officers, qui sont de plus en plus en train de regarder comment on peut mapper, reconfigurer le parcours patient et aussi trouver des pain points ou des points de blocage pour lesquels des solutions numériques seraient possibles afin d'améliorer soit par exemple un diagnostic, soit un fléchage, on va dire un problème de blocage d'un parcours patient à cause du système de soins, donc comment mieux l'orienter vers la bonne personne au bon moment. Ça, c'est des applications qu'on voit se multiplier en France, mais aussi beaucoup en Europe. Vous avez par exemple le NHS en Angleterre qui travaillait avec un symptom shaker, Babylon Health, pour permettre à la population d'avoir un outil d'auto-mesure de ces symptômes par échange chatbot, mais aussi de fléchage avec la téléconsultation afin d'identifier le bon parcours du patient. Donc, on a aussi une volonté d'une utilisation croissante des outils numériques pour le patient, parce que le numérique fait vraiment pour partie aujourd'hui du parcours des patients, à commencer par Google, qui est le premier guichet médical mesuré dans le monde pour les patients. Les patients posent souvent leurs symptômes dans Google avant d'aller voir un autre guichet médical. D'où, je pense, voilà, cette motivation forte des pharma qui veulent aller chercher dans ces solutions numériques une amélioration des parcours patients pour le faire. La deuxième motivation, c'est mieux communiquer. Alors, ça fait partie, des demandes qu'on a énormément aujourd'hui. Vous savez, l'accès aux médecins, l'accès aux patients reste compliqué pour les pharmas. L'accès aux patients parce que les pharmas n'ont pas le droit ou le sont beaucoup interdits pendant des années, même si des choses sont possibles. Et l'accès aux médecins parce qu'aujourd'hui, discuter, converser avec des médecins, ça devient de plus en plus compliqué pour pas mal de raisons. La bande passante des médecins est devenue de plus en plus faible. On connaît l'état actuel du système de soins et la crise qu'on connaît. On connaît aussi l'accès aux établissements ou l'accès aux médecins qui seront difficiles pour des raisons souvent sanitaires.
plus effectivement moins d'interlocuteurs sur le terrain, fait tout ça qu'il faut utiliser, voir comment on peut utiliser aussi le numérique pour mieux communiquer, pour mieux échanger. Et on a vu, alors là, avec une explosion considérable, arriver le développement, ce que j'appelle des Netflix, hein, des sites internet laboratoires professionnels, des plateformes peer-to-peer, des webinars, de travailler sur les réseaux sociaux pour l'influence scientifique. Donc, de plus en plus, on voit que voilà, les laboratoires vont chercher des nouvelles plateformes numériques pour mieux communiquer, pour mieux échanger avec les patients. Troisième motivation, c'est obtenir des données de vie réelles. Alors ça, on l'a vu aussi concrètement. Le numérique a l'avantage de capter beaucoup de data et donc en temps réel, et donc permet à des solutions numériques de proposer, avec traitement, consentement des patients, anonymisation, de récupérer dans une verticale donnée des informations clés pour le laboratoire, notamment si derrière, effectivement, ils ont un médicament ou ils ont un certain nombre d'informations clés. Vous ne pouvez pas vous contenter que du médico-administratif. Aujourd'hui, on sait que les e-PROS et les e-PROMS, e-PREMS sont des choses qui ont beaucoup de valeur pour les évaluateurs. Donc, vous voyez, des pharmas s'associent avec des sociétés de télésciences médicales dans la verticale où ils se trouvent avec leurs produits, déploient auprès de leurs cibles ces solutions de télésciences médicales qui sont opérées souvent avec un partenaire qui fait ça, et donc ont dans le travail des accords de récupération de données, bien évidemment complètement anonymisées et consenties pour permettre d'alimenter un certain nombre d'informations clés pour les produits. Voilà, donc autre chose aussi importante, bien évidemment, se différencier de la concurrence. Ça, c'est quand même à 60% des réponses, c'est pas rien. Et ça, vous pouvez le retrouver de plus en plus dans, si vous regardez un peu les pipes d'innovation des laboratoires pharma dans le monde ou les accords d'innovation technologique que les laboratoires pharma ont dans le monde, vous allez voir que la partie numérique prend une part considérable. C'est-à-dire que vous avez maintenant dans certains laboratoires des pipes de produits qui vont être lancés, qui sont des produits 100% numériques où il n'y a pas de substance active. Donc, c'est intéressant de voir que l'offre de la pharma n'est pas que Beyond the Pill, elle va devenir vraiment en tant que telle numérique. Alors, j'ai une question là que je prends tout de suite d'Antonio. Bonjour Antonio, qui dit « Pouvez-vous détailler la partie optimisée à la R&D » Alors, ça n'a pas été cité, bien évidemment, ça fait partie de la journée des pharma, mais comme on s'est adressé, je pense, à des dirigeants locaux de la pharma, la partie R&D, à mon avis, un peu plus lointaine de leurs préoccupations qui sont celui de l'accès au marché et de la commercialisation. Donc, on est plus pratiquement dans la partie opérationnelle et commerciale. Mais bien évidemment, ce serait dommage de ne pas le dire, mais vous avez une explosion là aussi des partenariats entre la pharma et des sociétés diverses et variées autour de l'intelligence artificielle, du traitement de la donnée, de la modélisation, alors on va parler des digital twins, des in silico, etc., qui est considérable. Alors, c'est plutôt fait au niveau global. Je vous invite à regarder, d'ailleurs, je ne l'ai pas dit tout à l'heure, mais nous avons lancé un rapport en souscription qui fait un peu une cartographie mondiale des collaborations entre la pharma et les sociétés technologiques, de la R&D jusqu'au suivi du patient. Voilà, donc là, vous allez retrouver des scorecards avec les grands deals qui sont tous publics, bien évidemment, parce que sinon, on n'aurait pas pu les mettre, mais entre les laboratoires pharma et toutes ces sociétés innovantes pour aller chercher des nouvelles entités thérapeutiques. Autres. Je ne sais plus qui me disait ça, je crois que c'est le patron de Nova Discovery qui disait que finalement, la pharma, en 50 ans, n'avait adressé qu'une 100 ou 200 cibles thérapeutiques, alors qu'il en existe des milliers. Et vous voyez qu'avec la santé de plus en plus génomique, on va dire omix, la santé plus omix, c'est-à-dire qu'on va s'intéresser de plus en plus à chaque patrimoine de chacun, on va très probablement demain vers une santé data-driven où les solutions numériques vont apporter de la personnalisation au traitement, thérapie génique et autres, etc. Donc, on a déjà vu avec l'ARN le côté programmatique dans les vaccins Covid, mais effectivement,
le numérique, dans le questionnaire qu'on a eu ici, ne traitait finalement plutôt que les parties aval que les parties amont. Qu'est-ce que je peux rajouter? Donc, vous avez en dernier pourcentage donné une image moderne au laboratoire. Ça, c'est la partie qui reste faible, hein. Je crois que la pharma avait pratiquement fait que ça il y a quelques temps, c'est-à-dire fait beaucoup de communication, montrer qu'elle existait. Je ne vais pas vous parler des visites à station AF, des visites d'incubateurs, etc., des CODIR et autres. Ça reste important de communiquer comme un laboratoire innovant, mais ce qui est intéressant, c'est de voir aujourd'hui qu'il y a un véritable virage stratégique dans la volonté des pharma de créer un véritable axe stratégique de santé numérique pour intégrer plus de valeur à leurs produits, plus de valeur à leur parcours patient, récupérer de la data, mieux communiquer avec les professionnels de santé et les patients. Donc, on voit quand même que le champ des possibles devient très important. Voilà. Donc, tous ces résultats que je vous ai présentés de façon synthétique vont être retrouvés demain dans une infographie qui sera publiée demain sur LinkedIn. Et vous pourrez donc la télécharger et l'utiliser, bien évidemment. Et vous avez dedans ces chiffres clés là-dessus qui sont différents. Je pense qu'on a le temps maintenant pour prendre quelques questions. Je vais revenir un peu dans le chat. Alors, j'ai une première question qui est quel impact des performances que présente ChatGPT et l'OpenAI pour les chatbots conversationnels? Alors, ChatGPT, je ne sais pas si vous connaissez, c'est ce nouveau chat extrêmement puissant qui à la fois émerveille mais aussi inquiète un certain nombre de personnes. Bien évidemment, ça va révolutionner les robots conversationnels et notamment la capacité à utiliser l'intelligence artificielle pour mieux converser. Et on a des applications. Alors, je n'en ai pas encore vu dans la santé beaucoup, mais il y a eu un dictionnaire d'applications qui est sorti sur LinkedIn il y a 3-4 jours, mais qui sont voilà, sur des domaines autres que la santé. Mais on peut imaginer que demain, la puissance des robots conversationnels, qui étaient jusque-là plutôt des guidelines ou des algorithmes conversationnels plutôt simples, mais parfois efficaces aussi, hein, faut pas, vont probablement être révolutionnés par voilà, cette nouvelle possibilité et qui sont... Alors, Antonio pose une autre question. C'est un super travail, une super présentation. Merci, Antonio. Je me demande quel type de pharma n'ont pas de BU spécifique pour la santé digitale et pourquoi ils ne s'y positionnent pas. Est-ce dû à un manque d'offres en ce moment? Alors, la seule chose que je peux vous dire par rapport à ça, c'est un constat. Alors, déjà, nous, on travaille ou on a travaillé depuis 4 ans pour une vingtaine de pharma. Ce qui est clair, c'est que je ne peux que constater une tendance à la concrétisation d'organisation, de recrutement de personnes, d'énergie, de ressources, à mieux travailler dans le fond cette question de la santé numérique. Voilà. Parfois, des laboratoires savent exactement où ils veulent aller. Parfois, des laboratoires sont dans la recherche de valeur additionnelle par rapport à ce qu'ils font dans leur quotidien, hein, dans leur BU, sur leurs axes verticaux de thérapie. Et on voit aujourd'hui que ça se structure, que ça s'organise, même avec, vous voyez, des spin-offs, que je vous ai parlé tout à l'heure de AT-Pharm Digital Therapy, hein, qui crée sa propre entité numérique propre. Du temps de Sanofi, où je travaillais à la e-santé, on avait pensé un moment, mais c'était il y a longtemps, c'était en 2010-2011, créer un axe dédié à la e-santé. Bon, c'était compliqué vis-à-vis voilà, de la croyance existante à l'époque sur ce type d'innovation. Mais en tout cas, je ne peux aujourd'hui que constater que ça s'accélère. Alors oui, il y a probablement des labos qui n'ont pas encore leur BU spécifique santé digitale, mais voilà. Après, dans la santé digitale, dans la BU digitale d'un laboratoire, vous pouvez y avoir aussi toute une partie qui concerne que les aspects transformation digitale, communication, interaction, et pas forcément digital health en tant que tel, c'est-à-dire la capacité à vraiment aller chercher de l'innovation technologique en plus de l'innovation thérapeutique. Voilà. Sandrine Cochard de Mind Health, avez-vous établi un score de maturité des pharma sur le numérique? Si oui, quels sont les labos les plus matures sur le sujet? Sinon,
quels critères seraient-ils pertinents? Alors, il y a des tas de scores de maturité des startups. Je sais qu'il y a des sociétés qui font ça, qui font de la métrique sur les startups. A contrario, je n'ai pas vu encore de baromètre sur la santé numérique des pharma, mais ça pourrait être quelque chose effectivement à développer sur la base d'une petite évaluation. Les critères, il y a des critères d'intention et après il y a des critères de réalisation. Je pense que ça peut être pas mal. Les critères d'intention, vous allez avoir peut-être un budget, une organisation, une gouvernance, des ressources. J'ai l'intention de faire des choses. Et puis après, il y a des critères de réalisation. Et c'est là que vous avez probablement des réalisations concrètes, c'est-à-dire des deals ou des commercialisations ou des distributions de solutions innovantes, enfin la promotion. Donc, voir en allant un peu plus loin des scores de création en stand-alone de véritables innovations numériques, même s'ils travaillent avec d'autres sociétés. Donc, ça peut être effectivement un score intéressant à travailler pour voir comment ça se passe. Je crois quand même qu'il y a des rapports internationaux qui ont déjà élaboré une cartographie des pipes. Je crois que Mindels, vous l'avez dit, de pipes un peu de sociétés qui ont dans leur R&D déjà un grand footprint numérique et avec un classement qui avait été. Alors, pensez-vous de Flora Gradwall, pensez-vous que l'on pourrait voir apparaître de tout nouveaux acteurs sur la santé digitale? Si oui, mutuelle, tech, autres domaines. Je trouve que le laboratoire commence à tourner en rond. Alors, c'est tout à fait pertinent ce que vous dites. Alors, je vais vous donner quelques exemples. J'ai eu l'occasion d'organiser une table ronde avec un fonds d'investissement il y a quelques semaines. Le sujet, c'était ces nouveaux acteurs qui vont se lancer dans la santé ou qui sont dans la santé. Alors, si je vous dis que Michelin se lance dans la santé, vous allez me dire, bah non, ce n'est pas possible. Michelin, de par son savoir-faire dans les matériaux, se lance dans les biomatériaux. Voilà. Si je vous dis Afflelou vient d'acquérir une société de téléconsultation d'ophtalmologie, ça a été annoncé avant Noël. Si je vous dis qu'Intermarché et Leclerc ont dans leur direction de la stratégie des gens qui vont adresser la santé, notamment les services autour de la santé. Bien évidemment, il y a toutes les GAFA dont vous entendez parler, Amazon, Google. Vous avez Dassault, un système qui s'est lancé, qui investit énormément d'argent dans la santé avec Medidata et qui maintenant a créé 3DS avec un laboratoire de digital twins et de recherche clinique par la data et la modélisation. Donc, ils ont des gros calculateurs. Donc, vous avez vraiment, je pense, un nombre de players qui arrivent dans la santé avec des moyens exorbitants et qui ont une petite particularité par rapport à la pharma, c'est qu'ils sont très faciles et très agiles avec tout ce qui va être les données et le traitement des données, notamment dans la création, dans la modélisation, tout ça. Donc, ils ont des puissances que n'ont pas les pharmas, et d'ailleurs, des pharmas s'allient avec eux. Vous avez des pharmas qui s'allient avec Dassault, qui s'allient avec Google pour faire tout ça. Donc, on va avoir une reconfiguration très clairement de la santé. Et puis, ça laisse aussi penser que la santé n'est plus quelque chose qui se voit en silo, c'est-à-dire d'un côté, il y a les medtech, d'un côté, il y a la biotech, d'un côté, il y a la pharma qui fait des médicaments. Aujourd'hui, vous avez des patients qui, au cours de leur vie, vont avoir accès à des dispositifs médicaux, à des outils numériques, vont avoir des applications, vont prendre des médicaments. Donc, en fait, ce qui est intéressant, c'est de voir comment le monde de la santé va pouvoir se reconfigurer pour adresser des parcours intégrés, des parcours intelligents, peut-être de plus en plus personnalisés. Alors, Lucia Blanco, quelles seront, à ton avis, attendez, je relis la question parce qu'il y a beaucoup de questions. Quelles seront, à ton avis, les innovations dans la digital health à venir dans les prochaines années? Quelle sera la tendance facteur différenciateur? Bon, très clairement, aujourd'hui, ce qu'on voit le plus, mais qui est en forte accélération, c'est très clairement les thérapies numériques et les DTX. Vous avez beaucoup de pharma qui ont fait des deals avec des DTX ou qui les ont intégrés parce que la thérapie numérique est dans une équation proche de ce qu'est le médicament, c'est-à-dire que vous avez un outil numérique, une solution qui interagit avec le patient et qui a montré un bénéfice clinique avéré et donc qui rentre dans une logique assez proche de ce que font les pharmacies, les pharmas avec les médicaments.
Donc, des choses qui sont tout à fait dans leur croyance et dans leur vision, c'est-à-dire tout ce qui est évident, evidence-based medicine, etc. Bonjour Franck. Pour ces explications, vous indiquez que les entreprises pharma investissent peu dans l'analyse des données par rapport aux objets connectés DX, alors que c'est un levier puissant pour définir de nouveaux axes de développement. Quelles sont les raisons? Alors, je n'ai pas dit qu'elles investissent peu. Je pense que les pharma sont en train de se rendre compte qu'elles ne se satisfont plus des données médico-administratives ou des données de vie réelle qui ne sont pas assez cliniques et assez explicatives. Donc, il y a eu un temps, il y a toujours un temps où elles vont chercher ces informations dans les établissements, mais avec les difficultés qu'on connaît de consentement et d'accès. Et il y a un temps où on peut en récupérer effectivement à travers des alliances avec effectivement toutes les solutions numériques qui vont récolter, eux, ce que je vous ai dit tout à l'heure, hein, les fameux e-pros, les report outcomes, patient report outcomes pour pouvoir le faire. Bien évidemment, avec des respects de la privacy, tout ça, mais en tout cas, on voit que thérapie numérique, objets connectés, récupération de données en vie réelle sont un des défis d'investissement de la pharma. Nous, on a des études là-dessus, donc on le voit très bien. On le voit très bien tout ça. Emmanuel dit le cœur de la valeur de l'app, c'est de la faire de la VBHC pour avoir un accès au marché pour l'innovation thérapeutique. Donc, je comprends value-based healthcare. Tout à fait ça. Je pense que c'est une des spécialités aujourd'hui du département, d'un des départements d'Acuvia de parler de value-based, effectivement. Et il s'intéresse aussi de ce côté-là à la digital health. Hein. Vous savez qu'Acuvia a un rapport qu'on a, nous, utilisé à maintes reprises et qui a même été présenté la dernière à DTX, c'est le fameux rapport sur la digital health qu'a fait Acuvia au niveau mondial en 2021, voilà, qui a été un rapport qui a été très utile pour comprendre la vitesse et l'accélération avec laquelle les pharma investissaient dans ce domaine. Voilà, je crois qu'on n'a pas d'autres questions. Je regarde si je n'ai pas oublié. N'hésitez pas à en poser encore une ou deux. Donc, juste pour vous dire qu'effectivement, c'est enregistré et à l'issue de cet enregistrement, on le mettra sur YouTube. Et bien évidemment, vous pourrez regarder le replay et l'infographie sera disponible dès aujourd'hui ou demain sur notre LinkedIn. Bon, il me reste à vous remercier, à vous souhaiter une bonne journée, un bon après-midi, et puis à vous dire rendez-vous pour notre prochain webinaire. On a une petite idée là sur l'intelligence artificielle et le traitement de l'information en temps réel avec des applications pour les pharma et la santé. Donc, on vous tiendra au courant du prochain webinaire. À bientôt, au revoir.